Bertrand Liader, j'ai la chance de diriger une équipe à l'AMF qui est en charge de la régulation de la gestion d'actifs. C'est une équipe qui est au sein de la direction des affaires internationales et qui s'occupe essentiellement d'accompagner le Trésor en tant qu'expert technique dans les négociations niveau 1 et de négocier les nombreux textes, Marianne Thierry l'a dit ce matin, les très nombreux textes de niveau 2 et 3, notamment auprès de l'ESMA. Nous sommes aussi personnes à faire ça. En introduction, j'aurais tendance à dire que l'agenda est très riche au niveau européen, malgré le fait que nous arrivions actuellement à une finalisation du Single Rule Book en matière de gestion d'actifs. Il manque un texte, selon nous, essentiel, c'est celui concernant les fonds monétaires. Marianne en a parlé un petit peu ce matin, donc je ne reviendrai pas dessus. Mais mis à part ce texte fondamental, il semble aujourd'hui que nous nous dirigions vers de la convergence, des travaux de convergence en ce qui concerne la gestion d'actifs au niveau européen. Donc ce que je vais essayer de faire ce matin, assez brièvement, c'est un panorama. J'essaierai d'être le moins redondant possible avec ce qui a été dit. Je raccourcirai la partie actif parce que j'ai vu que l'un de vos blagues, je crois, va faire donner un propos sur le règlement, donc je raccourcirai cette partie. Alors, en introduction, juste pour vous rappeler le panorama, très simplifié réglementaire de la gestion d'actifs. Aujourd'hui, nous avons donc un nouveau pilier dont nous avons parlé tout à l'heure, qui est la directive AIFM et qui crée un socle extrêmement solide pour les gérants de FIA. J'ai précisé certaines choses ce matin, je continue car souvent de nombreuses choses sont dites sur la directive AIFM un peu à tort et à travers, et notamment sur le périmètre qu'elle recouvre. La directive AIFM n'est pas la directive des fonds dits hedge funds, c'est une directive qui va bien au-delà de cela, puisqu'elle concerne aujourd'hui à peu près les 3/4 des fonds. Les fonds d'investissement français, à peu près 9000 fonds, sont des FIA et donc sont gérés par des gérants dits AIFM. C'est un point qui est important. Dedans, vous avez donc des fonds à vocation générale, mais aussi des fonds de private equity, des fonds immobiliers et aussi quelques fonds dits de hedge fund, à condition que nous sachions définir exactement ce qu'est un hedge fund au niveau européen. À côté de cette directive majeure acteur, nous avons un ensemble de textes aujourd'hui produits, puisque UCITS, que vous connaissez depuis 1985, a été révisé 3 fois. Pour ceux qui s'en rappellent, le volet numéro 2 a été avorté. Donc il y a eu 3 révisions de la directive AIFM jusqu'à la 4e qui va bientôt s'amorcer, puisque la directive UCITS 5 aujourd'hui est en cours de négociation au niveau 2, et nous en parlons tout à l'heure. À côté de cette directive UCITS, nous avons d'autres labels, que sont les labels IUCF, IUVK, mais également le label actif, et enfin, nous espérons bientôt, le règlement sur les fonds monétaires. À côté donc de ces directives ou règlements produits et de cette directive acteur, nous avons beaucoup d'interactions dans la gestion avec de nombreux textes. Alors PRIPS, je vais l'évoquer tout à l'heure un peu plus largement, qui couvre les 3 univers financiers que sont l'assurance, les produits structurés et les fonds d'investissement, mais aussi beaucoup d'interactions évidemment dans le domaine de la gestion avec les deux, les MIR, mais aussi des textes bancaires comme CRD4. À côté de cela, nous avons constaté, et nous constatons dans notre quotidien, une montée en puissance assez nette de l'AMF dans les groupes de travail européens et internationaux. J'ai mis quelques exemples pour que vous ayez une idée un petit peu de ce que nous faisons, à côté de ce que vous connaissez parfaitement, à savoir les négociations niveau 1, 2, 3. Nous sommes beaucoup dans des groupes de travail qui visent à, encore une fois, faire converger les règles au niveau européen, donc des task force, que ce soit des task force sectorielles dans le domaine de la gestion, mais également des task force transversales dans d'autres domaines. J'ai mis quelques exemples sur ce slide. Vous pourrez ainsi réaliser que notre travail s'élargit désormais au-delà du policy à des travaux beaucoup plus techniques qui nous amènent à mobiliser des compétences extrêmement pointues sur des sujets, notamment le sujet des causes triggers actuelles et des SMAN, mais aussi des sujets sur, par exemple, on a des compétences beaucoup juridiques sur AIFM en ce qui concerne l'extension du passeport policier, j'en parlerai tout à l'heure également. Parfait, merci. Alors je vais commencer par la directive OPCVM 5, puisque cette directive
doit être transposé au plus tard le 18 mars 2016, donc c'est bientôt. Les travaux de transposition en France sont en cours, une consultation publique devrait avoir lieu prochainement. Les principaux piliers de cette directive, vous le savez, sont d'abord le pilier sur les dépositaires, puisque le PCVM 5 vise à harmoniser les règles en matière de dépositaires sur les règles qui existent dans le domaine AIFM. Les règles sur la rémunération, là on parle d'alignement également sur la directive AIFM, et des règles en matière de sanctions, comme dans la plupart des textes récents européens, avec une proposition d'harmonisation des sanctions administratives et une coexistence des régimes administratifs et pénaux. Bien entendu, quelques spécificités par rapport à l'IFM, j'ai parlé de l'alignement, mais des spécificités en matière de dépositaires et peut-être plus tard en matière de rémunération. Un avis technique est en cours de négociation actuellement à l'ESMA. Marianne en a dit deux mots également ce matin. Deux volets dans cet avis technique. D'abord, l'indépendance du dépositaire. Ici, on cherche à vérifier dans quelle mesure et jusqu'où doit-on prévoir des règles pour veiller qu'un dépositaire appartenant à un groupe, par exemple une SGP, Société de gestion de portefeuille, on vise donc à clarifier ce que signifie cette notion d'indépendance. Donc des règles en matière d'interdiction des mandats croisés sont prévues à cet effet, et des mesures également à mettre en œuvre en cas de lien capitalistique entre une SGP et un dépositaire sont prévues. Ici, on vise à encadrer les conflits d'intérêts. Donc le dépositaire devra, la société de gestion devra justifier son choix de dépositaire, mais également se conformer à un certain nombre de règles qui sont précisées dans cet acte délégué, qui est actuellement dans les mains de la Commission européenne. Le deuxième volet concerne les diligences du dépositaire dans le cas où le PCVM investit en dehors de l'Union européenne. Donc ici, il s'agit des legal opinions qui vont devoir être produites par le dépositaire. Lorsque celui-ci confiera une partie de sa conservation à un sous-conservateur dans un pays en dehors de l'Union européenne, il devra s'assurer que les règles, notamment en matière de ségrégation d'actifs, s'appliquent et que les effets de la faillite ne l'empêchent pas de remettre en cause la chaîne de responsabilité entre les dépositaires et le sous-conservateur. Et il devra mettre fin à la relation commerciale qu'il a avec ce sous-conservateur si cette legal opinion lui indique que les règles en matière de ségrégation notamment ne peuvent pas être appliquées. Donc l'ensemble de ces dispositions sont précisées dans l'acte délégué qui, comme je l'ai dit, sont dans les mains de la Commission européenne. Nous attendons actuellement un retour de sa part. Elle est un petit peu en retard par rapport à son calendrier initial, mais nous avons bon espoir d'avoir une réponse définitive d'ici quelques jours ou semaines. Pour poursuivre sur la directive OPCVM 5, les règles en matière de rémunération également vont être précisées cette fois-ci dans des guidelines, des orientations de l'ESMA. Comme il avait été fait lors de la négociation des guidelines rémunération en ce qui concerne la directive AIFM, les autorités compétentes ont pu discuter d'un projet de guidelines qui devrait faire l'objet d'une consultation dans les tout prochains jours également. Et qui, encore une fois, proposera de s'aligner sur, peu ou prou, sur les directives AIFM, sur les règles que les gérants AIFM doivent respecter en matière de rémunération. Quelques questions d'articulation avec la directive CRD4 se posent encore. Elles feront l'objet de quelques questions, manifestement, dans cette consultation. La question ici est de savoir dans quelle mesure les règles en matière de rémunération prévues dans CRD4 dans un groupe bancaire dans lequel nous trouvons une filiale gestion, dans quelle mesure ces règles doivent s'appliquer à la filiale gestion, et donc à qui, en l'occurrence, quel type de professionnels ces règles devront être appliquées. En ce qui concerne le règlement ETIF, qui est un règlement qui a eu un coup de projecteur récemment dans le cadre de la consultation sur le marché de capitaux, puisque au départ, c'est vrai qu'ETIF, qui est un règlement qui proposait un nouveau label européen parmi d'autres, qui n'avait peut-être pas eu encore l'occasion d'être sous les projecteurs de l'Union européenne. Il se trouve que depuis quelques mois maintenant, celui-ci suscite beaucoup d'intérêt, et notamment de la part des acteurs, une certaine partie des acteurs, puisqu'il devrait permettre de labelliser
un certain nombre de fonds d'investissement et pourront eux-mêmes bénéficier d'un passeport au sein de l'Union européenne avec comme garantie encore une fois un label, une garantie peut-être de qualité de gestion qui devrait se faire au fur et à mesure. Donc pour cela, un périmètre a été défini. Je laisserai donc Pierre de Vauplaine préciser un peu tout cela tout à l'heure. Je voulais indiquer également dans ce slide ce qu'il faut retenir d'important en ce qui concerne notamment les actifs éligibles, c'est que ceux-ci vont beaucoup plus loin que les infrastructures qui étaient visées au tout départ du projet de texte. Donc aujourd'hui, les actifs sont largement plus importants. La liste est plus importante que celle qui était initialement envisagée, mais que ce qui est important de retenir, c'est que les actifs sont des FIA qui devront être gérés par des gérants IFM qui devront désigner eux-mêmes un dépositaire. Donc, tout ça leur confère un cadre réglementaire solide. Donc là, je vous ai précisé encore un peu plus les actifs éligibles. Je vais juste m'arrêter sur les mesures d'exécution que nous négocions actuellement au niveau européen. Donc le niveau 2 d'Eltif prévoit la publication de RTS, de standards techniques, de standards réglementaires techniques, qui feront l'objet d'une consultation également. Ces RTS devront clarifier un certain nombre de points. Alors je vous ai mis 4 exemples dans le slide que vous avez devant vous. D'abord, la durée de vie concernant les actifs. Cette durée de vie devrait être alignée a priori sur l'actif qui aura la durée de vie la plus longue dans le fonds concerné. Des clarifications également concernant l'usage et le recours aux dérivés qui devront être limités à des opérations de couverture selon les définitions en vertu des normes IFRS. Des clarifications en matière de valorisation également, et enfin des clarifications en matière de méthode de calcul et de formation et de présentation des coûts. Là, l'objectif est de le plus possible s'aligner avec le règlement PRIPS dont je parlerai tout à l'heure, qui prévoit de divulguer, de discloser, comme on dit dans le jargon européen, les coûts auprès des investisseurs. Alors j'y viens, le règlement PRIPS, qui est un règlement un peu particulier, puisqu'il s'inscrit dans un univers à 3 fois 28 bandes. Alors on a l'habitude de négocier avec 28 États membres, et là pour le coup on négocie avec 28 États membres et 3 autorités européennes de supervision, puisque ce règlement est transversal. Pour rappel, il vise à produire un document d'information précontractuelle, tel que nous connaissons dans le domaine des UCITS, mais cette fois-ci pour l'ensemble des produits financiers qui ne sont pas vanille. Donc en gros, l'univers entier des produits d'investissement, sauf les produits vanille, actions, obligations, sont couverts par le règlement PRIPS, ce qui signifie que demain, les produits assurantiels, les produits structurés et les fonds d'investissement devront produire ce document d'information clé précontractuel qui permettra à l'investisseur de détail de comparer de manière équivalente les caractéristiques de ce produit, notamment en matière de risque et en matière de coût. Avec un format extrêmement simplifié par rapport au PCVM qui existe déjà depuis la directive PCVM 4, simplifié et même vulgarisé. Je vous donne quelques exemples des questions qui devront figurer dans ce document d'information clé, qui sont donc des questions extrêmement simples à comprendre, et les réponses devraient l'être également pour que ce document ait du sens. Actuellement, nous négocions donc le niveau 2 de ce règlement qui prévoit un certain nombre de RTS et qui a fait l'objet aujourd'hui d'une première consultation publique. Un discussion paper a eu lieu cet hiver et un deuxième discussion paper technique est en cours de consultation depuis quelques jours. Vous avez jusqu'au de mémoire 17 août, si je ne me trompe pas, je vais inscrire le 17 août. Pour y répondre. C'est un document de consultation donc beaucoup plus technique que le premier, qui interroge sur à la fois la manière de présenter les risques et les coûts, mais également les méthodologies qui permettront de calculer cet indicateur, notamment en matière de risque. Vous imaginez les difficultés à se mettre d'accord pour comparer les risques
entre un produit structuré, un produit assurantiel et un fonds d'investissement, et surtout les présenter de manière simple et efficace auprès d'un investisseur grand public. C'est une difficulté majeure sur laquelle nous travaillons actuellement dans un groupe européen. Plusieurs sous-groupes de travail ont été créés. Nous travaillons auprès de la CPR à la construction de cette nouvelle phase de PRIPS, de sorte que aucun des trois univers ne soit pénalisé, ne soit discriminé, puisque bien entendu l'objectif est d'avoir un level playing field en matière de compréhension et d'information pour l'investisseur grand public. Vous avez quelques notions qui figureront et quelques questions qui figurent déjà dans le discussion paper qui est actuellement en cours de consultation. Je ne vais pas m'étendre dessus, juste m'arrêter un petit peu sur la partie qui concerne les risques, puisque celle-ci fait l'objet de beaucoup de questions et de difficultés qui sont évidentes. J'en ai parlé à l'instant, mais il convient donc de définir ce qu'est le risque d'un produit PRIPS à travers alors au moins un des trois angles, mais peut-être les trois qui sont affichés ici, le risque de marché, le risque de crédit et le risque de liquidité, qui sont les trois natures de risque que nous avons identifiées dans le groupe de travail. Plusieurs questions se posent aujourd'hui. Comment définir ces risques? Faut-il ou non les agréger? Faut-il éventuellement envisager d'en agréger que certains? Ou bien faut-il prévoir pour certains un indicateur chiffré et pour d'autres des indicateurs qualitatifs, une classification, nous disons encore une fois dans le jargon, un narratif qui permettent d'expliquer à l'investisseur de détail la nature et le niveau de risque sur lequel il s'engage en investissant dans le produit. Donc c'est un travail colossal qui est mené actuellement au niveau européen et j'appelle beaucoup l'industrie à répondre à cette consultation qui est en cours jusqu'au 17 août afin que nous puissions bénéficier des informations nécessaires à la construction de ces indicateurs qui permettront, nous l'espérons, de trouver une solution qui soit à la fois cohérente avec l'expérience UCITS actuelle. Pour information, pour rappel, les produits UCITS bénéficient d'une clause de grand-père pendant 5 ans, puisqu'ils viennent tout juste de se mettre au niveau avec UCITS 4 en matière d'information. D'ici, CVE 4 est actuellement en vigueur. Donc, le règlement prévoit qu'il n'ait pas à produire ce document pendant 5 ans. Mais dans 4 ans, la Commission européenne devra donner un avis sur soit la fin de cette exemption, soit la reconduction. Et il semble que l'histoire prévoit quand même que l'harmonisation des règles d'un produit à un autre, d'un univers de produit à un autre, soit quand même la plus logique. Voilà, donc nous invitons énormément la place à répondre à cette consultation extrêmement importante en matière d'information pour les investisseurs de détail. Voilà. Ensuite, au-delà de cet indicateur de risque, je ne sais pas si je vais passer avant, excusez-moi, les coûts sont voilà, les coûts. Donc les coûts, la question des coûts est à peu près identique, elle est un peu moins technique, puisque nous ne cherchons pas à calculer ou à trouver un dénominateur commun à travers les trois notions de risque que j'ai évoquées. Nous cherchons ici à savoir quelle granularité devons-nous prévoir dans ce document pour informer les investisseurs vis-à-vis des coûts qui sont prêts à supporter. Donc, trois catégories de coûts évidentes, les coûts d'entrée, les coûts courants et les coûts de sortie. Alors, en ce qui concerne les coûts d'entrée et les coûts de sortie, les choses sont claires, tout le monde comprend bien de ce dont on parle et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de questions à se poser. En ce qui concerne les coûts courants, là se pose la question de la granularité, jusqu'où va-t-on pour expliquer, selon qu'on parle d'un produit d'assurance un peu structuré ou un fonds d'investissement, jusqu'où va-t-on pour donner une information à l'investisseur qui lui permettra de comparer les produits les uns par rapport aux autres. Donc là encore, beaucoup de questions figurent dans le discussion paper, beaucoup de scénarios et d'options sont proposés, et il est indispensable, encore une fois, que la classe réponde aux questions qui sont posées dans ce DP, afin que nous travaillions au vu de leurs réponses à la construction d'un niveau 2 qui soit workable. 3 minutes. On est dans 2, j'ai fini. IFM. IFM, on peut en parler 2 jours ou 2 minutes. Manifestement, on fait signe d'en parler 2 minutes. Non, la question qui se pose sur l'IFM aujourd'hui, c'est l'extension éventuelle du passeport intra-européen au pays tiers.
Donc, comme vous le savez, jusqu'au 22 juillet, avant le 22 juillet, d'ici le 22 juillet plutôt, la Commission européenne doit se prononcer sur l'extension éventuelle du passeport européen aujourd'hui au pays tiers. Et donc pour cela, l'ESMA doit produire un avis et une opinion. Alors une opinion concernant le fonctionnement du passeport intra-européen aujourd'hui et un avis sur l'extension éventuelle de ce passeport au pays tiers. Pour cela, elle va regarder les barrières qui pourraient exister dans les pays tiers, barrières prévues ou supportées ou subies par les acteurs européens dans des pays tiers pour développer leurs activités. Si des barrières existent, pas de passeport pour ces pays. Si aucune barrière n'existe et que ces acteurs pourront se conformer à la directive AFM, alors un passeport pays tiers pourrait être envisagé. Il semble aujourd'hui que l'ESMA s'oriente vers une ouverture par séquence de pays tiers. Donc il n'y aura pas d'ouverture pour l'ensemble des pays tiers. Ça, c'est définitivement mis de côté. Excusez-moi, j'ai vraiment la gorge sèche. Et donc, j'ai 30 secondes pour voir le c'est bien aimable. Et donc, ouverture par séquence de pays tiers, pas d'ouverture pour l'ensemble des pays. Les quelques pays qui pourraient bénéficier donc, de cette ouverture dans un premier temps seraient ceux qui auraient fait l'effort de se rapprocher le plus possible de la directive AFM et surtout qui aient signé un MOU avec l'AMF, puisqu'un accord de coopération est nécessaire pour pouvoir bénéficier de ce passeport, et enfin que les acteurs soient prêts à appliquer la directive AFM, car aucun gérant d'un pays tiers, même si un passeport pays tiers existe, ne pourra bénéficier de ce passeport s'il n'applique pas la directive AFM. C'est un élément majeur qui est noir sur blanc dans la directive AFM et que je rappelle, car on a souvent l'impression qu'en ouvrant aux pays tiers, on pourrait permettre à des acteurs de venir avec une réglementation différente. Non. La directive AFM prévoit bien que ces acteurs devront appliquer la directive AFM s'ils souhaitent bénéficier de ce passeport. Et donc pour cela, une réponse devrait intervenir d'ici le 22 juillet. Nous verrons ce que l'ESMA décide de faire dans sa proposition. Merci.